Bonsoir, je m'appelle Alain Fagou, donc je représente Time Enjoy avec mes associés ici. Le concept de Time Enjoy, c'est un concept de promotion d'événements, enfin d'une nouvelle génération de présenter l'événement aux utilisateurs par un aspect ludique, un système de swipe qui permet en fait de dire j'aime pas un événement et on va dire les choix de l'utilisateur sont mémorisés pour pouvoir lui proposer les événements les plus adaptés à ses goûts en fonction donc de ce qu'il a fait auparavant et de sa géolocalisation. Alors, Time Enjoy, c'est pas seulement une app mobile, c'est tout on va dire un mécanisme derrière un concept. Ça utilise, on a nos spécialistes on va dire marketing, réseaux sociaux, qui en fait utilisent toutes leurs compétences pour faire de la promotion d'événements. L'app mobile, pour nous, c'est un moyen supplémentaire parce que c'est ce que l'utilisateur a dans la poche pour avoir en fait une approche virale un petit peu sur le concept, et puis c'est aussi ce qui va donner le côté ludique. Derrière, il y a donc tout ce qui est une notion de réseaux sociaux. Il y aura aussi des sites web qui vont arriver qui vont être en fait une sorte de web app qui vont donner une représentation sur, on va dire, vos écrans de ce qu'on peut avoir sur l'app, et une partie pour les professionnels. Notre business model, il est orienté sur les pros, c'est-à-dire qu'en gros, ils vont payer des services pour mettre en avant leurs événements, que ce soit par des sponsorisations, des notifications sur le téléphone, tiens, vous avez un événement. On va cibler les utilisateurs qui aiment tel type de, on va dire, de spectacle. Alors on couvre en fait tout ce qui est sport, culture et festif, donc concerts, vie nocturne. Et en apprenant les goûts des utilisateurs, on fait vraiment du ciblage, on va dire la promotion ciblée, de la publicité, on va dire cachée, ciblée, pour toucher les bons utilisateurs, pour avoir un maximum de taux de conversion. Alors en historique, le projet a démarré il y a 2 ans et demi, donc avec Thomas, Mathilde et Axel, qui ont fait toute cette approche business et déjà création de communauté autour du concept. Moi, je suis arrivé il y a 1 an pour, on va dire, prendre en main la partie technique, pour faire, on va dire, toute la création du support technique dont on avait besoin derrière. Historiquement, moi, je venais pas on va dire, du domaine app mobile, web, etc. J'ai fait une longue carrière, on va dire, en société de service. J'ai bossé dans le spatial, donc Agence spatiale européenne, Thales, etc. Toujours dans des domaines R&D, donc assez curieux des nouvelles technologies. Le projet m'a plu, je me suis lancé là-dedans. Donc, c'est pour ça que vous allez découvrir un petit peu toutes les difficultés que j'ai pu rencontrer, parce que je suis arrivé un petit peu en découverte là-dessus. Je vais vous faire un petit peu un historique des technologies. Quand j'ai rencontré l'équipe, on avait un besoin urgent de sortir, on va dire, une première version de l'application mobile. On avait un petit budget. On a trouvé un prestat qui pouvait nous faire quelque chose avec ce petit budget. On lui a laissé un petit peu carte blanche parce qu'on ne pouvait pas trop négocier, il fallait qu'il optimise son staff. On s'est trouvé avec une première version, donc notre solution mobile, parce qu'on parle plus d'application mobile ici, c'est de l'application mobile hybride. Et une première version Cordova, PhoneGap, avec en back-end une base de données Postgres et une API Symfony. Alors là-dessus, bon, j'ai un petit peu tiqué sur le coup, mais bon, dire, ça marche sauté. Ça fait, on va dire, on a sorti cette première version en avril, sachant que entre la réception, donc là c'était le premier recueil, le premier retour d'expérience, entre la réception du produit et vraiment le moment où on a pu le mettre en avant, moi personnellement j'ai eu un gros boulot de reprendre le code source, analyser le dysfonctionnement, faire de l'optimisation, que ce soit autant en back qu'en front, sur la solution pour avoir quelque chose, on va dire, d'exploitable au niveau des utilisateurs. Voilà. Cette première version, bon, elle faisait le job, mais elle ne nous plaisait pas trop. Elle n'était pas assez sexy pour nous. Donc, on s'est donné un petit peu des priorités, hein, toujours en fonction des moyens qu'on pouvait avoir. On s'est dit, bon, il faut vraiment, on va dire, la première phase de business, c'est vraiment monter la communauté utilisateur. Il faut donner quelque chose qui plaise. On a eu des retours, hein, sur la première app qu'elle était un peu années 80. Je disais, ok, ouais, j'avoue. Donc on a dit, on part sur une V2, on focalise sur l'app mobile. On s'est dit, bon, on va dire changer de technologie parce que le corps de... Oui. Si je peux vous interrompre. Est-ce que ce feeling d'années 80, il venait de l'expérience utilisateur, de son design, etc., ou des choix technologiques? Parce qu'après, moi je dirais, quelle que soit la plomberie derrière, Ouais, on va dire le design, on va dire on voyait un petit peu comment c'était codé derrière, que c'était pas, on va dire, nouvelle génération.
ça se voyait quoi. On voyait un petit peu ce que moi je voyais dans le code source qui me plaisait pas, ça se voyait quand même. Enfin, pour quelqu'un qui connaissait, ça se voyait sur l'écran. Donc en fait, on a dit, on va faire, on va dire un relooking au moins de la partie app mobile. Et donc là, je me suis appuyé, parce qu'on va dire on est une petite structure sur des étudiants qui faisaient un peu de freelance ce soir. Donc trouver les bonnes personnes, ça c'est aussi, on va dire, un challenge important, des gens avec qui on s'entende, qu'on comprenne on va dire la manière de travailler, qu'on arrive à reprendre le boulot derrière. Donc là, je suis tombé sur quelqu'un qui m'a, on va dire, fait un beau dégrossissage de la V2. Donc là, on est resté quand même sur une base hybride, mais sur du Ionic avec une base matériel design derrière. Il nous a fait quelque chose d'assez joli. J'ai continué à implémenter des fonctionnalités, on va dire qu'il n'a pas eu le temps de faire derrière, on va dire en complément, mais on va dire ce retour d'expérience, cette manière de travailler, pour moi c'était bien parce qu'on arrivait à communiquer, j'arrivais à rentrer dans son code, on pouvait bosser à deux. Le premier prestataire, j'ai dû vraiment faire un gros boulot de, on va dire, perso, d'aller rentrer, je ne connaissais pas Symfony, euh, son code, on va dire, Cordova, PhoneGap, comme c'était codé, bon, c'est pas que c'était compliqué, mais c'était pas très très bien fait, donc je voyais ça très difficilement maintenable. Là, on va dire, on s'est recalé un petit peu sur des nouvelles technologies. Euh, Là, actuellement, donc on a ça. Il ne faut pas oublier aussi qu'une app mobile, enfin, alors peut-être quelques cas très spécifiques, il y a du back-end derrière. Donc là, on est dans une grosse restructuration du back aussi, passer sur des API Node.js, restructuration du back. Il faut pouvoir bien segmenter, on va dire, ces différents chantiers, back, front, base de données, pour pouvoir faire des switches à tout moment, on va dire, de technologie. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on garde toujours, on va dire, un bac existant parce qu'il y a une partie en production, donc on a des utilisateurs, on a des clients, il faut que ça tourne. On fait le switch technologique quand tout est prêt pour pouvoir faire le switch technologique. Donc ça, c'est un petit peu pour l'historique du projet. Donc il y a du passé, il y a on va dire des évolutions en cours. Je vais venir un petit peu sur les points critiques, enfin, ou les difficultés que j'ai pu rencontrer parce que j'étais un petit peu novice dans le domaine au début. Ben, la première galère, c'est les stores. Les stores, on arrive, il faut commencer à s'inscrire. On voit qu'on parlait tout à l'heure, pour aller sur un Apple Store, bon, déjà ça a un coût. Développer sur Apple, on peut faire ça que sur un Mac, à moins que quelqu'un ait trouvé une solution miracle. Donc il faut du matériel, il faut développer sur Mac et il faut créer son compte. Bon, c'est pas que le coût soit très important, mais à partir du moment où on a mis une app sur un store, on va dire, elle est un petit peu associée à ce compte. Nous, typiquement, on a un petit peu, on va dire, speedé le fait de la création de la société pour que l'application, le store, on va dire tout l'environnement soit associé à la société et pas un compte d'une des 4 personnes qui aurait fait ça dans son coin. Donc il ne faut pas sous-estimer ce côté-là quand vous rentrez sur les stores, surtout sur Apple. Il y a ce que j'appelle de l'administratif informatique. Ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps, il faut valider les choses. Première aussi expérience sur les stores, c'est la première, on va dire, mise en production d'une app. Autant chez Google, ça se passe assez bien. La première, je ne sais pas combien de temps ça avait pris pour la première validation, mais là sur un update, c'est une demi-heure pour faire un update d'une app, elle est sur les stores. Chez Apple, la première, on a bien mis 15 jours parce qu'on a rencontré toutes les difficultés. Ils sont assez stricts parce qu'ils veulent un niveau de qualité par rapport, on va dire, à la renommée de la marque. Donc ça peut être refusé parce que vos snapshots sur le store sont pas bons, enfin sont pas assez jolis, ou parce que votre design n'est pas assez beau par rapport à ce qu'on peut mettre sur un Apple Store. Puis après viennent les processus techniques. Il faut voir que la difficulté, c'est que il y a un processus de rejet, enfin ils vont pas tout vous dire d'un coup. C'est-à-dire qu'ils vont trouver le plus facile. Là vous perdez 2 jours, 3 jours à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, corriger, remettre sur les stores, 2, 3 jours. Alors on jongle très bien avec le fait que c'est validé, je sais pas où, qu'ils bossent le samedi, donc on essaie de calculer pour pas perdre un week-end, quoi, pas perdre 4 jours d'un coup, quand on fait une modif un petit peu critique. Les associations étaient très très forts pour les harceler pour sortir notre première version. La première est sortie un peu en force parce que le gars au téléphone il n'en pouvait plus. Elle n'aurait jamais dû sortir, mais elle est sortie. C'est une épreuve. Hein. C'est une épreuve, c'est usant parce que vous avez des développements à faire, vous avez d'autres choses. C'est vraiment une épreuve.
Il y a des mécanismes aussi, quand vous codez sur Xcode, là, le info.plist, selon que vous avez utilisé tel ou tel plugin, un plugin de géologue, l'appareil photo, la gestion des données du téléphone, si vous n'avez pas mis quelque part dans le playlist la bonne phrase pour expliquer pourquoi vous faisiez ça, refus. Et vous les découvrez au fur et à mesure, donc si vous en avez beaucoup, ça, vous pouvez mettre un mois pour mettre une application sur les stores, hein, pour quelqu'un de novice, je dirais. Donc ça, c'est les premiers, on va dire, difficultés. On va dire chez Google, c'est plus facile quand même. Donc, mais il ne faut pas se leurrer parce que du coup, on s'est dit, tiens, ça va vite. Et quand on est passé sur Apple, eh ben, nous, on voulait sortir notre truc et ben, on a eu beaucoup de mal en fait. Deuxième, en fait, un petit peu confrontation sur cette technologie hybride, c'est les plugins. Ben, vous allez utiliser des plugins, donc un plugin des plugins ou des API, un plugin de géologue, un plugin pour envoyer des notifications, plugin Facebook pour gérer vos connexions de votre utilisateur. À chaque fois, pareil, vous rentrez dans une procédure d'administratif informatique où il faut créer un compte, il faut référencer la société, il faut des clés d'API. À un moment donné, vous vous retrouvez pour gérer votre app, vous avez des consoles d'administration partout pour gérer tout ce qui se passe. À chaque fois que vous rajoutez une fonctionnalité, c'est une console. Ça, c'est aussi voilà, une petite découverte, une petite perte de temps, il faut en tenir compte, ça prend un petit peu du temps, ces choses-là. Bon, ensuite, bon, on en a un petit peu parlé, il y a le choix des technos. Bon, nous, on est un peu dépendants de nos prestats qui, on va dire, pour aller à l'essentiel, on voulait telle fonctionnalité, on leur a laissé le choix des technos. Bon, on en paye un peu le prix maintenant parce qu'on voit que, ben, je disais, API, backend, premier PHP, Postgres, Cordova, on est passé sur Ionic. Bon, là, on commence à parler de React Native, hein, nouvelles techno, etc. Les bacs, ben, base de données, on va étudier. Pour l'instant, c'est pas à l'heure du jour, mais effectivement, passer en NoSQL un petit peu plus tard quand on aura fait tout ce qu'on a à faire. Là, par contre, au niveau API, difficilement évolutive, donc on passe sur du Node.js. J'ai des petites prestats à droite à gauche, il faut intégrer tout ça. C'est bien quand on a les moyens, je pense, de vraiment se poser, de définir un choix d'architecture par rapport à des technos à la fois, on va dire, qui sont garantes de l'avenir, de l'évolutivité, la maintenabilité, mais aussi des compétences des équipes internes. Parce que, à un moment donné, si on vous donne une usine à gaz et que vous ne savez pas vous en servir, ben, soit il faut trouver les gens qui savent s'en servir, ben, soit vous galérez quoi, en fait. Et il y a tellement un grand panel de technologies, il y a quand même pas mal de choses qui font les choses bien. Et ben, il ne faut pas hésiter à dire, ok, nous on pense que telle et telle techno, ça suffit pour nous et on arrête les folies quoi, un moment. Donc il y a ces choses-là. Pareil, une app mobile dans les contraintes, on va dire, enfin les choses qu'on oublie quand on dit on veut faire une app mobile, c'est ben, derrière il y a des serveurs. On parlait tout à l'heure, gestion d'images, volume de données. À un moment donné, il faut faire des choix, il faut avoir des gens qui sont compétents aussi, c'est un autre métier. On va dire pour la première version, vous allez démarrer facilement avec un petit serveur, un VPS ou un serveur cloud, etc. pour faire votre premier business. Dès que vous allez monter en volume, on va dire que vous allez avoir, selon ce que vous faites, nous par exemple, beaucoup d'utilisateurs, ben, on commence à se poser la problématique, avoir un administrateur système, comment gérer nos serveurs, faire de la réplication, enfin voilà, l'app mobile, c'est pas que l'écran du téléphone, il y a tout un taf derrière, il y a du back-end, il y a des serveurs, c'est vraiment quelque chose de crucial. Et vraiment, je dirais, dans les concepts primordiaux, c'est vraiment garder la main à la fois par rapport à vos prestats, prévoir toujours une phase de passation, on va dire, délivrable en fait, hein, avec explication, de tomber sur des technos que vous maîtrisez bien. Typiquement, je dirais le premier prestat qui avait, en fait, nous avait fourni une black box, en fait, hein, on lui a demandé un service, il y avait un coût, enfin, qui était très raisonnable, hein, donc du coup on a foncé parce qu'on avait vraiment besoin de ça pour démarrer. Et c'était une black box, je vous donne le paquet, bon, j'ai demandé les codes sources que je vais voir ce qu'il y avait dedans. Bon, après, il nous disait, ok, je m'occupe de tout, mais il nous faisait un hébergement sur ses serveurs à 250 euros par mois. Donc, j'ai dit, oui, effectivement, il va vite rentabiliser le prix qu'il nous a fait derrière. Donc, j'ai dit, bon, ben, ok, non, un serveur, on va dire équivalent chez OVH, c'est 12 euros. Allez-y, je me tape l'install du serveur, je migre tout dessus, je comprends tout ce qu'il faut faire. Bon, moi, je suis un peu couteau suisse, hein, en fait. Je suis pas spécialiste dans un truc ou un truc. Je suis un gros couteau suisse qui touche à tout, donc toute la palette, c'est plus que full stack, hein, parce qu'il faut tout gérer sur une petite start-up. Voilà, et après, en s'appuyant sur des bonnes compétences, trouver les bons gars,
qui veulent participer à un prix qu'on peut se payer, les intéresser au projet et vraiment monter une super architecture technique. Donc, je ne sais pas du coup si j'étais. 5 minutes. Voilà, j'ai peut-être oublié des choses, mais un petit peu on va dire le parcours, c'est super intéressant. Je ne sais pas où vous en êtes de vos projets. Et voilà, tous ces pièges qui ralentissent, hein, on l'a vécu, on croit qu'on va sortir quelque chose, on est bloqué par un store, on est bloqué par un bug. Vraiment gérer l'évolutivité, la maintenabilité de votre solution. C'est pareil, hein, je veux dire, vous faites bouger, que ça soit vous voulez faire bouger votre app mobile si vous avez une base de données derrière. Il faut faire bouger la base de données, il faut faire bouger les API. Tout ça, ça veut dire que il faut avoir des serveurs de prod, des serveurs de dev, gérer la succession. Nous, typiquement, on fait une modification. Il y a quelque chose qui est très important. Par exemple, si une modif de votre back, en fait, et pas transparente. En gros, si la requête que vous appelez sur votre back change par rapport à ce que vous aviez mis dans une première version, ben vous êtes obligé de maintenir, on va dire, une notion de requête deprecated parce que nous, on voit que tous nos utilisateurs ne font pas la mise à jour. Donc il faut à la fois garantir le service pour les anciens et pour les nouveaux. Si c'est la même requête, on va dire qu'elle est transparente, c'est juste dans le back, vous avez optimisé votre requête SQL ou votre processus, etc. C'est transparent, ça va passer. Mais si vous changez la requête, eh bien, obligatoirement, il y a, on va dire, un update de l'app mobile sur les stores. Et nous, on voit que le taux on va dire, de migration, de mise à jour des utilisateurs, ben, ce n'est pas du 100%. Donc ça veut dire qu'il faut se traîner des API, des modules deprecated en fait, pour assurer la compatibilité. C'est-à-dire des doublons en fait, d'API. Donc ça aussi, ça fait du boulot, ces choses-là derrière. Mais il faut en tenir compte, surtout dès que vous passez en production. Sur les stores, ne pas hésiter à utiliser les modes, on va dire, testeurs. Donc sur Google Store, vous avez en fait votre app, vous pouvez la mettre en mode production ou en mode test, définir on va dire un pool de bêta-testeurs. Sur les Apple Store, ça s'appelle TestFlight. Voilà. Vraiment pas hésiter à trouver un bon panel de candidats dans les amis, avec des téléphones variés, parce que pareil, là vous allez tomber sur toutes les galères. Le Huawei qui ne trouve pas le GPS, l'autre qui ne trouve pas la connexion Facebook. En ayant une grosse palette, on arrive à faire des retours par rapport à la machine, à la version du système qu'il y a dessus, les plugins qu'on a utilisés. On fait beaucoup de Google, on fait des croisements, on arrive à trouver des fois des solutions. Mais voilà, c'est pas. Au début, on est euphorique, on dit c'est super cool, on a super vite fait une application mobile. Et après, derrière, quand ça commence à. Parce que nous, on est quoi? Combien d'utilisateurs là? 8000. Ouais, 8000. Bah voilà, ça fait autant de problèmes potentiels, quoi. Et après, voilà, après traquer toutes les consoles, je vous parlais des plugins, tout ce qui est Facebook, outils de notification. Quand il y a des bugs, il faut aller dans toutes on va dire les consoles, en fait, vous allez sur le web, sur vos comptes, et chacun va vous dire, bah là, il y a un bug dans Facebook, il y a un bug, vous avez le bug sur le Google Store, machin. Et il faut trouver la solution là-dedans. Donc on a toutes ces consoles ouvertes, on cherche d'où peut venir le problème. Voilà. J'étais un petit peu vite, j'ai essayé de couvrir un petit peu la. Là, j'ai une question Ouais, pour le reste de l'équipe. Ouais. Donc, tu nous as dit un peu les problèmes qui pour toi ont été gros et les galères. Je suis curieux de savoir de l'équipe non technique, quelles ont été les galères que vous avez perçues dans ce processus de création d'applications mobiles. C'est que ça va pas assez vite. C'est vrai que au début, je pense que le premier problème, c'est peut-être ce manque de compréhension de ce qui se passe dedans, en fait, dans la machine. Et c'est vrai que même des fois, encore maintenant, on a le problème parce que nous, du coup, on n'est pas du tout technique et on voit pas ce qui se passe derrière. Et, ils apprennent. Voilà, on apprend, mais du coup, il y a des processus où, en fait, il faut vraiment que la partie marketing commerciale doit être hyper synchro avec tout ce qui est technique. Donc, en fait, c'est hyper important pour nous d'apprendre en fait les processus, de savoir ce qui se passe, d'être toujours en contact avec les développeurs. Pour justement pas vendre peut-être des prestations qui n'auront pas lieu, pour s'adapter avec le marché. C'est pas mal de problématiques. Il y a toujours un challenge d'arriver à faire ce qu'on peut le plus facilement faire, qui va se vendre. Donc c'est ça qu'on fait des choix. Il y a des choses qu'on reporte, il y a des choses qu'on met en avant. On dit ça on peut le faire vite, ça peut faire, on va dire, rentrer de la clientèle.
Puis il y a des choses, dire ben là c'est un gros chantier, il faut qu'on se pose, qu'on réfléchisse, il y a des impacts. C'est pareil, je veux dire, une vision, on va dire là on bosse sur un système de billetterie. Il y a plein d'impacts derrière parce que il faut bien définir les specs, tout ce qu'on va vouloir vendre, de quelle manière, etc. Là, du coup, il y a des clients, il y a des transferts d'argent derrière, donc il faut que ça soit blindé. Après, un moment, je veux dire, voilà, on arrive sur des choses, il faut que ça soit bien robuste, bien se poser, quoi, en fait. En combien de temps vous avez obtenu 8000 utilisateurs? 6 mois. 6 mois. Pas tout à fait. C'est une appli nationale du coup? C'est une appli nationale en fait. C'était régional au lancement, Ok. c'est-à-dire même on va dire départemental, parce que c'était de Monaco à Cannes. Et aujourd'hui, on est déjà étendu jusqu'à Marseille et on couvre aussi la capitale. Donc, en termes de proposition d'événements, pas d'équipe pour le moment en local sur ces autres villes. Sauf dans 2 semaines, ça y est, on arrive sur Paris localement aussi. Donc ça y est. En fait, l'idée, c'est de dire, en fait, c'était aussi notre bêta test. On va dire tester notre business model aussi, parce qu'il fallait voir comment ça réagissait, les utilisateurs, les pros. Donc on a fait pas mal de présence sur des événements avec des gros partenaires, Panda Events, qui fait tous les crossovers, les plages électro, Festival Nuit Carré, Festival Pantiero, plein d'autres. On a passé l'été, on bossait la journée, le soir, on était sur des events pour vendre l'application mobile, discuter avec les pros, etc. Pour avoir du retour, voir comment ça fonctionne. Un pro, vous avez parlé avec Panda qui organise des crossovers des plages électro, il n'y aura pas les mêmes problématiques que le théâtre de Nice. Et comme nous, on couvre tous ces domaines en fait, festifs, culturels, il faut qu'on comprenne les mécanismes de chacun pour adapter notre solution. En fait. Donc on a fait ce premier bêta test. Sur le coup, du coup, sur les festivals cet été, il y avait pas mal de gens. Nous, on démarchait, surtout l'utilisateur. On avait nos stands, on montrait notre app. Ah oui, mais vous n'êtes pas ici, vous n'êtes pas là. Donc on a commencé à mettre de l'event. Donc derrière aussi, dans les boulots de bac, il y a du travail pour faire des crawlers, pour aller récupérer de l'event, on va dire, pour satisfaire les utilisateurs. Il y a pas mal de choses derrière. Il ne faut pas voir juste ce qu'on a sur le téléphone mobile. Il y a énormément de choses derrière. Ouais, voilà. Ouais, en plus, ça sert pour plein d'autres choses. Je veux dire, parce que l'app mobile, je dis, c'est un média pour nous. Il y a les sites web derrière. On va dire, ça sert aussi pour toute notre approche, on va dire, réseaux sociaux. Donc voilà. En fait, c'est un gros travail d'automatisation aussi de de tâches qui sont assez récurrentes pendant la journée, pendant le processus finalement pour tout faire tourner. Et donc on a aussi cette complexité finalement, c'est que nous on a choisi la focalisation d'un point de vue conquête de marché, pour pouvoir après, une fois que tout marché, tout était validé, avoir les problèmes, parce que si les problèmes on les a ici, on les aurait eu ailleurs aussi, pour pouvoir après vraiment automatiser, donc dupliquer, escaler tout ce qu'on a déjà mis en place ici pour pouvoir le faire beaucoup plus facilement sur les prochaines zones d'implantation, que ce soit nationalement ou à l'échelle, dans un premier temps, européenne, pour pouvoir après s'adapter juste aux cadres de loi qui peuvent différer. On a aussi notre développement, un point à souligner, c'est tout le côté finalement propriété intellectuelle du code, vu qu'on fait appel à beaucoup de prestations extérieures, où derrière il faut bien veiller à ce que tout ce qui est développé appartienne finalement à la société et soit du temps qui soit payé dans la prestation pour récupérer aussi tout ce qui est le code source. Très important à faire mentionner sur toutes vos factures, sur tous vos contrats, parce que ça peut avoir des surprises à un moment donné. Les gens peuvent vous laisser monter et au bout d'un moment dire la billetterie c'est à moi Coco. donc voilà, vraiment faire attention aussi quand on fait appel à des personnes extérieures finalement à l'entreprise, quand on n'a pas encore les moyens de pouvoir embaucher, de faire attention à ce que tout ce qui soit développé pour l'entreprise reste après et appartienne à l'entreprise. Je pense que c'est des notions qu'on voit après finalement dans la construction. On l'a pas eu, on l'a échappé. Je connais des gens qui l'ont eu. Mais du coup, par retour d'expérience et tout ça, derrière, on a entendu des gens pour qui c'est arrivé. Donc, les prestataires, vous trouvez sur des sites de freelance, par réseau. Sur la question comment on arrive à 8000, en fait l'historique, c'est que notre start-up, en fait, elle a
démarré d'une autre manière que on va dire, la plupart des startups où il y a beaucoup de gens qui font du technique qui après essaient de vendre. Je disais, ils ont démarré quasiment 1 an et demi avant que j'arrive au niveau technique. Et en fait, ils ont créé un besoin. Je pense qu'ils avaient déjà une communauté, 3000 utilisateurs. Il n'y avait rien techniquement. Un besoin, rien que par du Facebook. En fait, il y avait 3000 personnes qui disaient quand est-ce qu'elle sort là, quand est-ce qu'elle sort là. Donc, Sur Facebook ouais, tout ce qui est Facebook, sur tous les réseaux Instagram, sociaux. Twitter. Donc voilà, c'est une autre approche. Alors du coup, après, le challenge technique, c'était de répondre vite à la demande de ces 3000 personnes. Alors, On a bon, c'est presque- une approche, je veux dire, que moi, je n'ai jamais vu, parce que c'est pas courant, c'est plutôt l'inverse qui se passe, qui finalement nous positionne bien sur le marché par rapport à nos concurrents. Voilà, bon après la difficulté maintenant c'est que, on va dire, si on fait que du technique, on se dit ok, on fait du technique, on sortira le truc, on sait bien, machin, et après on cherche des gens pour le vendre, mais des fois on a un super truc et c'est déjà sorti. Donc c'est une autre approche, c'est une bonne expérience aussi. Il y a d'autres difficultés, mais une autre Peut-être un peu expérience. plus stressante pour, en tout cas, la technique, Ouais, du coup, ouais. parce que Est-ce qu'on a une dernière question pour Alain ou pour l'équipe J'ai une question, c'est quoi la taille de votre équipe en général et le nombre de développeurs? Alors l'équipe c'est nous 4. ça, c'est les associés. La Le partie- développeur côte suisse 100% c'est moi. Et après, je dis par des prestations, on va dire freelance, j'arrive à avoir, on va dire, 2 supplémentaires. ouais, deux personnes mi-temps qui bossent en déporté, quoi. Mais c'est plus difficile à organiser parce qu'il faut bien gérer les. Après voilà, on est tombé sur des. Enfin, moi j'aime bien, il y a le niveau humain aussi qui est important. Et sur des gens doués. faut le dire doués. aussi. Donc on travaille bien ensemble, donc ça va bien. Dernière question. Oui. Est-ce que vous avez fait rentrer des investisseurs Pas Non, encore, pas c'est encore. pas encore une volonté. Ouais. Parce que, comme on disait, si on s'est focalisé sur le territoire, c'est pour se prouver déjà nous-mêmes qu'on arrivait à répondre à un besoin sur le marché et que notre business model était viable à une certaine échelle pour pouvoir justement le dupliquer. Et c'est pour cette duplication qu'on fera en sorte d'aller chercher du financement que pour le moment on a fait sur des aides régionales. On a débloqué un prêt d'honneur avec le réseau Initiative qui nous a permis de débloquer un prêt bancaire couvert à moitié par la Banque Centrale Européenne. Donc pour le moment, on a fait de l'emprunt et on compte pour vraiment asseoir le développement national, puis pour surtout partir sur les pays limitrophes dans un premier temps déjà à la France, là compter faire entrer des investisseurs et préparer une levée de fonds pour aller juin 2018 avoir tout ce qu'il faut pour prospérer et bien être installé sur un marché local, enfin national déjà. Merci beaucoup Alain et l'équipe Time Job. Merci à vous.